Yeah! Allez, bonjour et bienvenue. Merci à tous de participer à ce webinaire Rockrider, troisième édition. Le sujet du jour, c'est pourquoi choisir le monoplateau lorsqu'on pratique le VTT randonnée. Donc, je tiens à préciser que c'est un sujet qui s'adresse au plus grand nombre et qu'aujourd'hui, on va viser le pratiquant randonneur. On vise pas le compétiteur, puisque le sujet du monoplateau en compétition, il est déjà éprouvé et connu depuis un moment. Donc, l'objectif de cette heure qu'on va passer ensemble, c'est de rendre le sujet du monoplateau accessible et simple, comme on a souhaité le faire pour les randonneurs en équipant nos vélos de monoplateau. Alors c'est très simple en fait. On va répondre à vos questions aujourd'hui, et pour répondre à vos questions, le meilleur moyen de les poser, c'est d'aller dans l'onglet questions qui est à droite de votre écran et à droite de l'onglet chat. Donc utilisez plutôt l'onglet questions si vous avez des questions à nous poser, et c'est ici qu'on utilisera, qu'on répondra à vos questions. Avant de démarrer, je voulais vous présenter nos deux invités, Sylvain et Manu. Alors, je vous laisse vous présenter à tour de rôle, dire ce que vous faites chez Rockrider, et puis aussi si vous pratiquez du VTT, de quelle façon vous le pratiquez. Ok, donc je m'appelle Sylvain Venant, je suis le chef de produit VTT randonnée. Donc mon métier en gros consiste en 4 étapes. La première, c'est d'observer, d'écouter les utilisateurs sur le terrain un peu partout dans le monde, d'identifier leurs besoins. Et puis après, la responsabilité suivante, c'est de traduire ces besoins en offres produits. Donc de définir la gamme, les prix, les fonctions, la valeur qu'on va vouloir y mettre pour rendre service à l'utilisateur, lui faciliter son expérience VTT. Et puis, la troisième responsabilité, c'est de développer avec l'équipe de conception les produits. Et mon rôle plus spécifiquement dans cette étape-là, c'est d'intégrer les clients utilisateurs dans les tests des produits pour vérifier que ce qu'on propose comme solution convienne. Et la dernière responsabilité, c'est de communiquer les revendications, les avantages des vélos, que ce soit en magasin ou sur le web. Merci Sylvain. Manu, je te laisse la main. Ouais, bah donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Manu, je suis ingénieur produit dans l'équipe Rockrider VTT Rando. Donc, je travaille avec Sylvain au quotidien, ce qui n'est pas toujours facile. Moi, mon job, c'est un peu de prendre la suite, c'est-à-dire qu'une fois que le chef de produit a déterminé le besoin, le rôle de l'ingénieur produit, c'est de transformer le besoin en un produit. Donc, on récupère toutes les données qui constituent en fait un cahier des charges, et puis on va concevoir le meilleur vélo qui répond à ce besoin, compte tenu du budget dont on dispose et qui est fixé par le prix de vente en fait. Donc, on est en interaction constante dans l'équipe projet pour faire les meilleurs choix de géométrie de cadre, par exemple, ou de composants, pour répondre aux besoins, qui va être différent suivant qu'on s'adresse à un pratiquant complètement débutant ou à un pratiquant plus expérimenté qui roule par tous les temps, par exemple, quoi. Voilà, je suis pratiquant. Sylvain, tu n'as pas dit quel était ton niveau de pratique. Donc, moi, je suis un pratiquant plutôt randonnée, pas du tout compétiteur. Donc, moi, le cross-country, c'est pas du tout mon truc. J'aime bien la rando en montagne, et j'aime bien les aspects un peu ludiques. Donc, je fais un peu de descente l'été, ce genre de choses. Moi, je suis principalement randonneur également. Je fais aussi régulièrement quelques dimanches guerriers, comme on les appelle, donc des petites sessions de cross-country, mais je fais pas du tout de compétition. Et je fais des événements type Rock d'Azur, Rock des Ardennes, des choses comme ça, mais pas de vraie compétition régulière. Ok, super, merci à tous les deux pour la présentation. Alors j'ai une question à vous poser en introduction à chacun, mais avant on va faire un petit jeu. Vous voyez à droite de l'onglet questions, il y a un onglet sondage, et donc ici on va pouvoir vous lancer des sondages et vous allez pouvoir y répondre. Et le premier sondage qu'on a envie de lancer, que j'ai envie de lancer, c'est
quel VTT êtes-vous? Quel pratiquant de VTT êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt VTT loisir? Donc, je roule seulement l'été quand il fait beau et je profite de faire des balades à ce moment-là. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt VTT sport? Je roule toute l'année régulièrement et je fais des randonnées, quel que soit le temps, la météo. Donc, il y a l'onglet sondage. Le sondage va apparaître sur la droite. Il est déjà là. Vous allez pouvoir y répondre. Et nous, ça nous permettra de voir qui vous êtes. Et ça permettra aussi d'adapter nos réponses. Voilà. Avant de démarrer la réponse aux questions que vous nous posez, il y en a déjà 2 dans l'onglet questions. J'ai une question pour chacun de nos invités. La première, ce sera pour toi, Manu. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le monoplateau pour ceux qui ne connaissent pas? Ok. Donc, quand on parle de monoplateau, on parle de la transmission du vélo. La transmission, c'est tout le système de transmission de la puissance. Je tourne les jambes et je fais avancer mon vélo. Donc, c'est le pédalier, les dérailleurs, les manettes, la cassette. Ça, c'est ce qu'on appelle la transmission. Sur la plupart des vélos, encore aujourd'hui, on a une transmission sur laquelle on peut jouer avec 2 manettes. Une manette qui agit sur la cassette, donc sur le dérailleur arrière sur les pignons, et une manette qui agit sur le dérailleur avant les plateaux. Donc souvent sur les VTT, et pendant longtemps, on a eu 3 plateaux devant, et puis entre 7 et 10 pignons derrière. Le monoplateau, c'est comme son nom l'indique, c'est qu'on n'a plus qu'un seul plateau. Donc on n'a plus de manette à gauche pour changer de plateau, tout va se jouer à droite sur la cassette. Donc je ne vais pas rentrer tout de suite dans les avantages et les caractéristiques, on le fera un petit peu plus tard, mais voilà, l'idée c'est ça. On n'a plus qu'un seul plateau à l'avant et tous les changements de vitesse se font sur le dérailleur arrière et sur les pignons de la cassette. Ok, parfait, Manu, merci pour cette réponse. Et alors, une question pour toi, Sylvain. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Rockrider a décidé de se mettre au monoplateau sur sa gamme de VTT randonnée et pourquoi on a décidé d'en parler aujourd'hui? Oui, alors il faut savoir que le monoplateau, il a déjà quelques années. Il est d'abord apparu plutôt en compétition et sur le segment cross-country, puis un peu sur le pilotage all mountain. Donc sur des segments où les vélos sont assez chers. Nous, notre volonté, c'était de démocratiser cette techno sur le vélo de randonnée qui est plutôt placé sur une tranche de prix de 300 € à 1 000 €. Alors pourquoi le monoplateau est un peu une révolution sur ce segment-là? Il y a beaucoup d'avantages au monoplateau et qui ne sont pas forcément focalisés sur la performance. Le monoplateau, c'est à la fois performant et surtout facile. Et cette notion de facilité, elle est intéressante pour nous sur le segment randonnée. Alors, ça veut dire quoi la performance en randonnée? D'abord, adopter un monoplateau, c'est en moyenne économiser 500 grammes sur un vélo, donc gagner 500 grammes sur un vélo plus léger, puisqu'il y a un certain nombre de composants qui sont écartés, un dérailleur en moins, une commande en moins, des plateaux en moins. Ensuite, au niveau de l'efficacité, on travaille le nombre de pignons et la taille des pignons pour réussir à couvrir la plage de développement et la plage de vitesse qu'on avait avec du multiplateau. Donc, en fait, on n'hypothèque pas la capacité à prendre de la vitesse sur le plat ou à grimper. On assure la même performance. Et ensuite, au niveau de la performance, on peut parler de fiabilité, de précision, de réactivité. Un monoplateau, en fait, son avantage aussi en termes de performance, c'est que comme toutes les vitesses sont bien étagées les unes derrière les autres et qu'on n'a pas à manipuler 2 dérailleurs en même temps, à synchroniser l'avant, l'arrière, on est toujours sur la bonne vitesse au bon moment. On ne croise pas la chaîne, on ne fait pas d'erreur de choix de vitesse, on ne peut pas faire d'erreur de choix de vitesse. Et donc, on a une réactivité, une précision dans le passage des vitesses qui est juste
clair, net et sans bavure. Donc, en termes de choix des vitesses, on est toujours sur la bonne vitesse. Ensuite, la fiabilité, parce que on va pas croiser la chaîne, on va pas frotter la chaîne. Il va y avoir beaucoup moins de frottement de chaîne sur la fourchette du dérailleur avant. On va pas croiser la chaîne entre le grand plateau, le grand pignon ou le petit plateau, le petit pignon. Il va y avoir beaucoup moins de frottement, d'usure. La transmission va gagner en durée de vie. Et le dernier point, c'est le silence aussi, puisque on a moins de sauts de chaîne, on a moins de frottement, moins de déraillement. Et donc, avec le passage en monoplateau, on vit la transmission silencieuse. Et donc, on a vraiment cette perception d'une transmission beaucoup plus qualitative. Voilà. Ensuite, on peut parler dans la facilité. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'un monoplateau, c'était performant et facile. Facile, pourquoi? Parce que un monoplateau, déjà, c'est facile à manipuler avec une seule gâchette. Et ensuite, c'est facile à entretenir puisqu'on a un seul dérailleur à régler et à maintenir au bon niveau de réglage dans le temps. Donc, voilà, ça fait beaucoup d'avantages. Et on s'est posé la question des inconvénients du monoplateau. Et franchement, on a du mal à répondre à cette question. On a du mal à trouver des inconvénients au monoplateau. Franchement, adopter le monoplateau, enfin, essayer le monoplateau, c'est vraiment l'adopter. Et on a du mal à revenir en arrière une fois qu'on a goûté au monoplateau. Voilà ce que je pouvais dire sur les avantages du monoplateau. Merci Sylvain pour ta réponse qui était très complète. Avant de démarrer avec vos questions, on fait juste un point sur le sondage. Et ben en fait, c'est 65-35, donc 65 de pratiquants VTT sport qui roulent, on va dire, toute l'année, quelles que soient les conditions météo. Et on a 35% de pratiquants en loisirs qui roulent seulement l'été ou en tout cas par intermittence le long de l'année. Donc voilà, et ça continue à changer. Là, on est à 68-33, donc plutôt du pratiquant régulier. Ça pourra nous aider aussi dans les réponses qu'on aura à donner. Voilà, merci à vous. Alors, du coup, je commence par les questions et il y en a une alors qui pour moi est assez structurante. C'est quel est l'avantage du monoplateau versus le multiplateau? Donc Sylvain, tu as déjà un petit peu répondu, mais voilà, est-ce qu'il y a des inconvénients en monoplateau et quels sont les avantages du mono versus le multi? Je vois qu'il y a une question sur la durabilité, par exemple, du dérailleur qui est avec une chaîne qui prend plus d'angle. Manu, tu peux peut-être… Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que en fait, la chaîne, elle prend pas vraiment plus d'angle. Sur une transmission classique, on va dire triple plateau, quand on est sur le plateau du milieu, globalement, on peut atteindre le plus petit pignon et le plus grand pignon. Donc là, on se retrouve dans cette configuration-là qui est plus favorable qu'un total croisement de chaîne où on est par exemple grand plateau, grand pignon ou petit plateau, petit pignon. Donc c'est plus favorable. Et surtout, en fait, les transmissions monoplateau, elles sont étudiées spécifiquement pour ces configurations-là, avec un plateau et une cassette dont les dents ont un dessin qui favorise un fonctionnement malgré une chaîne qui, effectivement, est plutôt tordue. Donc, alors peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais ces spécificités expliquent le prix des transmissions monoplateau qui est plus élevé qu'une transmission standard, parce qu'il y a de la techno, quoi. Pour faire en sorte que ça marche malgré ces contraintes-là, on a des cassettes et des plateaux qui sont plus travaillés que sur une transmission 3x8, par exemple. Et c'est pour ça que c'est un mode de transmission qui est arrivé par le très haut de gamme, par la course, là où on a beaucoup de budget à mettre dans les composants, et qui petit à petit se démocratise. Donc, tout ça pour dire que ça coûte plus cher, mais on obtient le même niveau de durabilité et de fiabilité que sur une transmission standard. Ok, ouais, donc du coup, tu réponds aussi à une des questions qui était d'une personne qui est fan du monoplateau, mais qui reprochait le prix. Donc effectivement, il y a de l'innovation
y a de l'innovation, et donc c'est ça qui fait qu'on a un prix qui peut être supérieur à ce qu'on a dans les transmissions qu'on avait avant. Et après, dans cette question, il y a un deuxième élément, c'est la sensibilité du réglage. C'est plus difficile à régler, c'est plus sensible. Alors, moi, je dirais non. Ni plus ni moins. En fait, ce qui peut faire la sensibilité du réglage, c'est le nombre de vitesses, en fait, plus que le fait d'avoir une transmission monoplateau ou multiplateau. Quand on a un dérailleur arrière 9 vitesses, que ce soit 9 vitesses en mono ou 9 vitesses en multi, c'est pas plus simple ou plus compliqué à régler, hein. Donc, on gagne, ce qui est sûr, évidemment, c'est qu'on n'a plus de dérailleur à l'avant. Donc, on sait que sur une transmission 3x8, par exemple, on a souvent des problèmes, on n'arrive pas à accrocher le plus grand plateau, ou on n'arrive pas à descendre sur le petit. Ces problèmes-là, ils sont réglés. Et pour ce qui est du dérailleur arrière, alors tout est encore une fois une question de niveau de gamme, hein, mais c'est pas le fait d'être en monoplateau qui rend le réglage plus compliqué. Ouais, donc on n'a pas de différence de réglage. Un dérailleur 9 vitesses sur un monoplateau ou un triple plateau, ça reste un dérailleur 9 vitesses à régler. Et il y a la même finesse, on va dire, dans le réglage nécessaire. Ok, alors du coup, il y a la question sur le prix qui a été reposé. Pourquoi plus cher? Parce que pas de gâchette pour le triple plateau, donc moins de matériel. Est-ce que vous pouvez, peut-être encore toi, du coup, Manu, est-ce que tu peux préciser, du coup, tu as dit qu'il y avait de l'innovation, et où est-ce que se trouve l'innovation? Parce que vu d'extérieur, c'est une cassette, c'est une chaîne et c'est un pédalier. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, on économise des plateaux à l'avant, on économise une manette, on économise un câble. Là où on doit remettre de la valeur, c'est sur la taille de la cassette. Il y a d'autres questions qui sont posées là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir, mais pour avoir une plage de développement équivalente ou au moins aussi proche que possible de ce qu'on peut avoir avec un multiplateau, on doit en mono avoir une cassette plus grande. Parce que on n'a pas un tout petit plateau à l'avant qui nous permet de monter des pentes très fortes, donc on doit avoir une cassette plus grande. Avoir une cassette plus grande, ça veut dire, alors au choix, plus de matière, mais au risque d'avoir une cassette très lourde. Mais le plus souvent, on a des cassettes qui sont assez travaillées, justement pour pas être trop lourdes. Et donc, cassette à la production plus compliquée et plus coûteuse qu'une cassette, on va dire, je sais pas, une 1136 par exemple. Donc, on a un premier surcoût au niveau de la cassette. On a un surcoût au niveau donc, des dents du pédalier et de la cassette pour permettre un fonctionnement, donc malgré l'angle de la chaîne dont on a parlé tout à l'heure, et puis pour éviter le déraillement. Parce que quand on est sur un multiplateau, excusez-moi, on a au niveau du plateau avant le dérailleur avant qui vient tenir la chaîne en place, donc qui fait office en fait d'anti-déraillement. Quand on supprime le plateau, quand on supprime le dérailleur avant, dès lors que le terrain secoue un petit peu, la chaîne elle est plus maintenue sur le plateau et donc elle peut être amenée à dérailler. Pour éviter ça, on a sur le plateau des technologies avec des épaisseurs de dents variables, par exemple, ou sur le ST120, nous on utilise on appelle ça des chaînes gardes en plastique qui guident la chaîne. Donc là, on a un surcoût. L'objectif, c'est éviter le déraillement. Et le dernier élément, c'est au niveau du dérailleur arrière. Comme on a une cassette plus grande, il faut des dérailleurs qui sont adaptés à ces grandes cassettes. Et pour, là aussi, limiter les déraillements et limiter les bruits, on a sur les dérailleurs monoplateau un système de tension de la chape qui est plus perfectionné que sur un dérailleur standard, pour que la chaîne, encore une fois, elle soit bien maintenue et bien plaquée sur le plateau. Donc voilà, c'est en fait plus de perfectionnement en conception et ou de matière au niveau du plateau, de la cassette, du dérailleur. Donc c'est ces coûts mis bout à bout qui expliquent en fait le surcoût relatif de la transmission monoplateau. Et en plus, comme on est les premiers sur le marché, hein, Manu, si je me trompe pas. Donc, il y a aussi pas mal de ces pièces qui ont été développées spécifiquement pour Rockrider. On est les premiers sur le marché à ce niveau de prix, parce que donc ça fait quelques années maintenant que sur les vélos, notamment de cross-country haut de gamme,
on n'a plus que du monoplateau. Ça fait au moins, je sais pas, 4 ou 5 ans qu'on n'a que ça. En revanche, c'était sur des vélos qui étaient à partir de 1 000 €. Nous, on ne pouvait pas utiliser sur un vélo à 300 € environ une transmission du même niveau de gamme. Donc, on a dû développer avec nos fournisseurs avec qui on travaille en exclusivité des composants spécifiques pour nos vélos. Ok, parfait. Et du coup, ça tombe bien parce que ma mère n'utilise qu'un plateau sur ces 3 plateaux, donc au final, voilà. ça va lui simplifier la vie quand même, malgré tout. On a une autre question, c'est il y a combien, alors c'est une question qui est plutôt générale, donc à mon avis, la réponse va dire, ce sera ça dépend, mais combien de dents on doit avoir à l'arrière sur le petit pignon et surtout sur le grand pignon, et est-ce que 9 pignons, c'est suffisant quand on a un monoplateau? Qui veut prendre la réponse? Ça dépend vraiment de l'usage, en fait, parce qu'en randonnée, il y a de la randonnée sur le plat, dans notre belle région du Nord. Il y a de la randonnée en terrain vallonné. Il y a de la randonnée en montagne. Et selon le terrain de pratique, on va avoir plus ou moins besoin de capacité à grimper. Et donc, le nombre de pignons va évoluer, la taille des pignons va évoluer. Donc, en gros, nous, la démarche qu'on a sur notre gamme, c'est d'élargir la plage de développement avec le prix des vélos et d'offrir une plus large plage de développement sur les vélos les plus hauts en gamme. Donc, sur un ST900, par exemple, on a une plage de développement qui est supérieure à un ST530 parce qu'on estime que l'utilisateur du ST900, il va avoir besoin de grimper des dénivelés plus importants. Donc, voilà, il n'y a pas de solution unique pour tout le monde. Ou si, il y a la solution unique, ce serait de mettre le maximum de pignons pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas besoin de payer le prix fort. Donc, nous, notre travail, c'est justement d'arbitrer le bon nombre de pignons et la bonne taille de pignons pour l'usage de tel ou tel vélo. Ouais, donc une transmission en fonction de chaque usage. C'est comme ça que ça a été conçu. J'ai une question sur c'est plusieurs questions groupes en fait. C'est Decathlon pourrait proposer des kits de conversion de triple à monoplateau. Alors est-ce que c'est possible? Et après derrière cette question, pour moi il y en a d'autres. Est-ce que c'est facile de convertir un multi en monoplateau et est-ce qu'on a intérêt à le faire? Manu, peut-être. Alors, est-ce que c'est facile? Ça dépend de son niveau de compétence en mécanique. Pour passer d'un multiplateau à un mono, il faut changer tout ce qui est au niveau du pédalier. Donc, la plupart du temps, il faut changer le boîtier de pédalier et le pédalier. Il faut changer la cassette, il faut changer les manettes, il faut changer la chaîne. Donc, il n'y a rien de très compliqué. On pourrait envisager de faire des petits tutos en vidéo là-dessus et pourquoi pas de commercialiser un kit. Ça peut s'envisager. Si on le faisait comme ça pourrait être pertinent. Aujourd'hui, aller acheter dans le commerce des composants donc disponibles aujourd'hui pour passer un vélo de multi à mono, bien souvent, ça coûte la moitié du prix du vélo, quoi. Donc, par exemple, je sais que c'est des questions qui nous ont déjà été posées sur un 540 qui, aujourd'hui, en magasin, est encore en 2x9. Le passer en mono, c'est faisable. Ça coûte cher, quoi. Donc, on arrive à avoir des tarifs hyper intéressants sur les vélos qu'on équipe en première monte. Commercialiser un kit monoplateau, c'est pas forcément très simple. Après, pourquoi pas, on pourrait l'envisager. Ouais, ça va dépendre aussi du prix du vélo. Et puis après, il y a tout ce qui est usure de la transmission qu'il y avait avant sur ton triple plateau. Quand tu changes et que tu passes en mono, il faudra aussi changer la chaîne, changer la cassette et compagnie. Et du coup, si on le fait soi-même, il y a une question, c'est combien de temps ça prend, Manu? Ça dépend. Ouais, ça dépend. On va dire, si on a tous les composants, tout son prêt, il y en a pour 1 heure, quoi. Ouais, à condition d'avoir toutes les pièces. Ouais, et l'outillage, pour démonter une cassette, démonter un boîtier de pédalier, il y a besoin d'outillage un petit peu spécifique.
Ouais, parce qu'on ne pense pas souvent qu'il faut changer le boîtier de pédalier, alors que Dans la bah, plupart des cas, il faut le faire. dans la plupart des cas, c'est nécessaire pour garantir une bonne ligne de chaîne. Donc, c'est aussi assez complexe. Ouais, ouais, et puis après, il faut acheter l'outillage aussi pour changer ça. Après, nos ateliers Décathlon sont en mesure aussi de le faire et pour chacun de votre vélo, faire un devis qui répond parfaitement à ce que vous voulez. Mais voilà, attention, le prix des pièces détachées sur un vélo, c'est souvent cher au regard du vélo complet. Et on a une question sur les équipementiers justement. Pensez-vous avoir du full Shimano sur vos vélos dans le futur? Alors je pense que là on va traiter plutôt l'aspect monoplateau, mais on parle aussi on parle aussi du freinage dans cette question. Et déjà sur la transmission monoplateau. Bah, c'est en question, mais il y a toujours vous n'êtes pas censé ignorer le contexte mondial qui fait qu'il y a une grosse pénurie de composants au niveau mondial sur le marché du cycle. Et donc là, aujourd'hui, on peut rien garantir parce qu'on est encore en étude de faisabilité sur ces sujets-là. Le fait d'avoir du frein Shimano ou de la transmission Shimano, ça reste un challenge ça reste un challenge parce que tout le monde en demande. Et notre volonté, c'est de pouvoir en proposer plutôt sur nos vélos les plus haut de gamme. Et alors moi, ma question qui n'a pas été posée, mais Shimano, c'est connu de tous. Mais est-ce que Shimano, c'est mieux que SRAM, c'est mieux que Microshift? Voilà, parce que c'est la marque référente, on va dire. Hein, mais... En fait, les différents fournisseurs, ils n'ont pas tout à fait la même stratégie. Le premier à avoir cru au monoplateau, très clairement, c'est SRAM depuis longtemps, avec une approche plutôt par le haut de gamme. Aujourd'hui, ils ne font plus que du monoplateau 12 vitesses, donc avec différents niveaux de gamme, mais qui se différencient surtout par les matériaux utilisés pour optimiser le poids, par exemple. Mais clairement, ce n'est pas des produits qui sont destinés à équiper des vélos de rando. Shimano, à l'inverse, ils ont été plutôt longs à y venir au monoplateau. Néanmoins, ils ont plutôt bien rattrapé leur retard avec une offre qui se positionne de façon un petit peu différente, plutôt orientée. Donc, ils ont des produits très haut de gamme. Hein. Ils ont du XT, du XTR en 12 vitesses aussi, mais ils le déclinent un peu vers le bas, donc avec une offre super intéressante. Et à côté de ça, Microshift, qui est donc un autre fournisseur un peu moins connu du grand public, mais qui est un acteur majeur de la transmission et qui est un partenaire de Decathlon, donc avec lesquels on peut travailler sur des projets de co-développement. Eux, ils sont arrivés sur le monoplateau avant Shimano, donc ils ont aujourd'hui des produits qui fonctionnent super bien, en 11, 9 et maintenant 10 vitesses, qui sont très reconnus par la presse. On a lu des essais plutôt élogieux de ces transmissions-là. Et aujourd'hui, on les utilise sur les ST530, sur les ST900. Ça fonctionne très bien, quoi. Donc, c'est des approches différentes. Il y a des marques un peu plus connues, un peu plus reluisantes les unes que les autres. Mais globalement, en fait, ces transmissions monoplateau, elles apportent beaucoup de simplicité et de fiabilité qui font que les écarts entre les marques sont un peu plus réduits qu'ils pouvaient l'être peut-être avec un 3x9 d'autrefois. Ok, donc finalement, sur ces trois fournisseurs, ce sont tous les trois des transmissions qui marchent bien, qui sont efficaces. Et donc aujourd'hui, on travaille avec Microshift et ils sont plutôt novateurs et de notre côté, quoi. C'est ça. Mais ce qu'on peut dire en complément, c'est que pour parler des plus gros, SRAM et Shimano, aujourd'hui, sur le segment du VTT, ils ne travaillent plus que le monoplateau. C'est fini le multiplateau chez ces marques-là. D'accord. Donc ça va aussi descendre en gamme. Oui. Ils ont commencé par le haut de gamme
et sa Enfin, déceleration. pas chez SRAM, je pense pas, mais chez Shimano, oui. Mm. Parce que SRAM se concentre plutôt sur le haut de gamme. Ok, ouais, Shimano restera aussi généraliste dans son offre. On a une question aussi qui est sur le vélo électrique. Avez-vous un vélo électrique en monoplateau et est-ce que les vélos électriques sont équipés de monoplateau? Alors la réponse c'est Ils sont Oui. tous équipés de monoplateau. Il n'y a que des monoplateaux en électrique. Ouais. ouais, et de base toute la gamme de vélos électriques a toujours été en monoplateau. Il y a une raison à ça? Bah, il y en a plusieurs. En fait, gérer un multiplateau en électrique, ce serait quasiment impossible. En fait, les problèmes assez réguliers qu'on peut avoir de passage de vitesse à l'avant sur un VTT standard, avec des vitesses qui peuvent accrocher, par exemple, si on ajoute un moteur électrique là-dessus, on risque de tout arracher, en fait. Donc, techniquement, ça risquerait de très mal marcher. Et puis, le surplus de puissance qui est apporté par l'électrique, en fait, fait que on n'a même pas besoin d'une très grosse cassette. L'électrique facilite grandement la vie. Donc, on se pose beaucoup moins de questions que sur un vélo non électrique, quoi. Donc, ce serait que de la complexité pour aucun avantage. Ok, merci Manu. Et alors après, quand on parle de monoplateau, forcément on parle de plateau, et donc il y a plusieurs questions liées à ça. Il y en a pas mal sur le nombre de dents idéal à mettre à avoir sur un plateau. Et puis après on a aussi une question sur voilà votre avis sur les plateaux ovales qui sont Chris Froome est parmi nous. Et en tout cas, ouais, non, mais les plateaux ovales, ça se faisait beaucoup et dans les années 90. C'est revenu un petit peu avec justement Chris Froome qui roulait là-dessus. Après, on est peut-être un peu sur un côté très technique, mais déjà le nombre de dents, en quoi c'est important? Est-ce qu'il y a un idéal? Et puis après, peut-être une petite aparté sur les plateaux ovales. Bah, moi, je veux bien répondre là-dessus. Le nombre de dents, alors oui, c'est hyper important parce que du coup, on n'en a qu'un seul et une fois qu'on l'a, on n'en change plus. Donc, il faut bien le choisir au début. Après, est-ce qu'il y a un nombre de dents idéal? Non. Ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend du terrain de jeu. Si on utilise un vélo uniquement sur un terrain plat, on peut avoir un plateau plus grand que si on habite à la montagne. Ça dépend de la taille de la cassette derrière. Si on a une cassette dont le grand pignon est très grand, on peut peut-être se permettre d'avoir un plateau un peu plus grand. Ça dépend de la taille des roues. Entre une roue de 27,5 ou une roue de 29, à chaque tour de pédale, on ne va pas emmener le même développement. Et puis enfin, ça dépend de la taille des cuisses, parce qu'il faut pouvoir l'emmener, le gros plateau. Donc globalement, pour un usage rando, on est en train de parler de la rando aujourd'hui, nous, ce qu'on a déterminé, et compte tenu des tailles de cassettes qui sont à notre disposition aujourd'hui, donc en gros avec du plus petit pignon de 11 dents et plus gros qui va entre 42 et on va dire 51. Pour un usage rando, on estime que c'est 32 dents à l'avant en 27,5 et si on est en 29 pouces, 30 dents. Un compétiteur de cross-country qui est affûté, il choisira un plateau plus grand, même en 29 pouces, il pourrait être en 32, voire en 34, parce que lui, il voudra rouler à 45 km/h sur le plat. Nous, on a considéré que ce n'était pas de la rando, ça. En rando, on ne roule pas à 45 km/h sur le plat, donc on n'a pas besoin d'un plateau aussi grand qui aurait comme conséquence de limiter la capacité en montée. Voilà. Donc, il n'y a pas un seul idéal, mais nous, on considère que c'est 32 en 27,5 et 30 en 29. Par contre, dans nos cahiers des charges de cadre, on spécifie bien la possibilité de passer à un plateau plus grand si nécessaire. Donc, on offre tout de même une ouverture sur une évolution du plateau par l'utilisateur si l'utilisateur veut plus de braquets sur le plat. Mais voilà, il faut juste savoir que si on a plus de braquets sur le plat, ce sera plus dur de monter, quoi. Et donc, toute notre gamme, sur toute la gamme des VTT rando chez Rockrider, on peut changer facilement le plateau? Okay. Disons qu'on a la possibilité de le faire. Après, la réalisation est plus ou moins facile. Sur un ST900, on utilise un plateau SRAM
Donc là, c'est très facile. On a juste la couronne à changer. Ça coûte une quinzaine d'euros. On peut passer sur du 34 sans problème. Sur un 120 ou un 530, le cadre accepte des plateaux plus grands que ceux de 32 qui sont montés d'origine. En revanche, on n'en a pas en magasin. Donc là, ça demande un peu plus d'investissement. Ok, donc c'est toujours possible, mais encore une fois, il y a une question de coût et il y a des vélos où c'est plus simple que d'autres. Ok, on a encore une question, enfin, on en a eu pas mal et on a encore une question sur… On n'a pas répondu sur les plateaux ovales. Ah oui, c'est vrai, exactement, pardon. Donc, ce qu'on peut dire sur le plateau ovale, c'est qu'effectivement, c'est un peu un effet de mode en ce moment qui est très orienté performance. La théorie derrière le plateau ovale, c'est que on évite le temps mort qu'on a au moment où les pédales sont en bas, quoi. Parce qu'on considère que le mouvement de rotation des jambes, il n'est pas uniforme. Et donc, on a des temps morts avec un plateau rond. Maintenant, pour sentir ça, il faut avoir un sacré niveau physique. Et puis, la contrepartie, c'est qu'un plateau ovale, c'est beaucoup plus compliqué à produire, ça coûte extrêmement cher. Donc, clairement, ce n'est pas du tout d'actualité sur les vélos de rando. Je sais que nos amis du cross-country, ils se posent des questions là-dessus. Est-ce qu'ils les utiliseront en première monte? Ça m'étonnerait. Peut-être qu'ils étudient ça pour une montée en gamme. Mais là, on n'est pas du tout dans de la rando. Enfin, c'est vraiment du très haut niveau pour sentir ça. Ok, super, merci Manu. Et on a de nouveau une question sur l'usure qui pourrait être, enfin, qui selon certains serait prématurée avec un monoplateau. La question, c'est en monoplateau, le nombre de dents du pédalier est limité, donc le pignon arrière est de très faible diamètre et donc la contrainte est énorme sur les dents, donc l'usure rapide. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, peut-être encore une fois Manu, du coup, puisque c'est technique, expliquer pourquoi il y aura moins d'usure au global. Il n'y a pas nécessairement moins d'usure, mais il n'y en a pas forcément plus non plus. C'est-à-dire qu'une cassette standard, comme on avait, je prends l'exemple d'un 540, à l'arrière, on a une cassette qui va de 11 à 36 dents. Donc le plus petit pignon, il fait 11. Aujourd'hui, sur un 530, on est en 11,42, ou sur un 900, on est en 11,46. Le plus petit pignon, il fait toujours 11. Donc les contraintes ne sont pas plus fortes qu'avant. Hein. Donc on peut se poser la question au niveau du plateau, c'est-à-dire qu'avant, la chaîne est passée d'un plateau à l'autre, donc l'usure était répartie entre les 3 plateaux, là où aujourd'hui, il n'y en a qu'un et c'est lui qui prend tout. Maintenant, ça fait partie des surcoûts que j'évoquais tout à l'heure. On a un plateau qui a des dents plus épaisses pour permettre de bien guider la chaîne. Cette surépaisseur, elle apporte aussi de la longévité. Et les fabricants travaillent aussi sur la durabilité des cassettes, avec l'épaisseur aussi. Ouais. Ouais. Et puis on va moins croiser sa chaîne aussi, donc forcément moins lisé. Et après, au final, ce qui peut être aussi important, j'imagine, c'est que malgré tout ça, c'est l'entretien de sa transmission qui restera l'élément majeur de la durabilité. Ça, c'est clair. Ok, je vous propose de faire un autre sondage donc c'est toujours dans dans le troisième onglet sondage. Je vais demander à Amandine qui est derrière de pouvoir le compléter. J'aimerais bien savoir en fait qui roule aujourd'hui d'ores et déjà en monoplateau dans l'auditoire pour savoir s'il y a des personnes qui sont d'ores et déjà converties. Donc la question c'est est-ce que vous roulez d'ores et déjà en monoplateau, oui ou non. Et donc quand le sondage s'affiche sur la droite, vous aurez l'opportunité d'y répondre. Donc quand c'est en ligne, je vous le dis, Amandine le remplit. Alors on a encore des questions sur la taille de la couronne ou sur la taille du plateau avant. Est-ce qu'on propose un monoplateau autre que 32 dents, par exemple des plateaux qui seraient 36 voire 40 dents. Est-ce qu'on propose ça sur nos vélos? Est-ce que c'est conseillé de mettre des… Alors non, pas du tout. Déjà, 36 ou 40 dents, clairement, on n'est pas dans un usage VTT. Ça peut tout à fait se justifier sur un usage trekking, vélo, ville, route, ou
au VTC, quoi. Mais en VTT, avec 36 dents, bah, c'est impossible qu'on puisse monter la moindre côte. Donc, on ne le conseillera pas. Et en plus, on ne pourra pas le monter sur nos cadres. C'est-à-dire que pour pouvoir monter un monoplateau en 36 ou 40 dents, il faut que le cadre ait été étudié pour. Là, clairement, le plateau va venir frotter contre la base. Donc, la base, c'est la partie qui est à l'arrière du cadre qui vient jusqu'à l'axe de la roue. Si je prends l'exemple d'un ST900 ou un 530, on peut monter un 34. Un 36, ça va frotter, quoi. Ok. Donc c'est vraiment, de toute façon, c'est le diamètre et le nombre de dents est prévu pour un usage VTT, enfin qu'il soit loisir ou plus intensif, mais en tout cas on reste sur des transmissions de VTT. Et est-ce qu'on doit ajouter un guide chaîne quand on roule en monoplateau, parce que tu disais tout à l'heure, Manu, en fait, le dérailleur, la fourchette de dérailleur, quand on a un double ou un triple plateau, permet de guider la chaîne. Est-ce que là, il faut en rajouter un? Est-ce que c'est un plus? Alors, le guide chaîne, en fait, il est utile que sur des pratiques très engagées, comme de la descente, par exemple. On va se trouver sur des terrains très agités où la chaîne va beaucoup bouger, et donc on a besoin de la maintenir plus qu'elle ne l'est déjà par le système donc, de dents à forme un peu complexe et par le système de tension du dérailleur. Mais ces deux systèmes-là, ils sont largement suffisants dans un usage rando. C'est ceux qu'on utilise par exemple sur un 530. Sur le 120, qui est un usage un peu plus cool, on n'a pas une technologie très complexe au niveau du plateau. En revanche, la chaîne, elle est guidée donc, par deux pièces en plastique qui suffisent aussi en usage. Donc le guide chaîne, dès lors qu'on utilise des technos qui sont adaptés au monoplateau, il n'est pas utile. Ok, très bien, merci à toi. Et alors après, une question qu'on a eue également, c'est aujourd'hui, quand on a un triple plateau, 3x7, 3x8, 3x9, bah, ça fait 21, 24 ou 27 vitesses. Et quand on a du 1x9, 1x10, et ben, ça en fait plus que 9 ou plus que 10 ou 11 ou 12 quelquefois. Du coup, on perd un nombre de vitesses. Est-ce qu'on peut pas aussi perdre en progressivité dans la transmission? Ça, c'est une des questions. Entre deux rapports, j'ai un écart important et donc du coup, je peux perdre en efficacité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la sensation et c'est pas vérifié? Est-ce qu'on peut? Bah, déjà, sur un 3x7 vitesses, donc ça fait 21 vitesses, il y a vraiment qu'une dizaine de vitesses qui sont utiles, puisque sur le grand plateau, on ne peut pas utiliser les grands pignons. Sur le plateau du milieu, il faut éviter les grands pignons, les petits pignons, plutôt rester sur le milieu de la cassette. Et sur le petit plateau, il faut plutôt utiliser les grands pignons. Donc, si on ne fait pas ça, on croise la chaîne et on use sa transmission prématurément, ou on casse sa chaîne, ou on plie sa patte de derrière. Bref, ça peut avoir plein de conséquences néfastes pour le vélo. Donc, en gros, sur 21 vitesses, on va en utiliser 12, peut-être 12, 14, vraiment qui sont utiles. Et pour utiliser ces 12 ou 14 vitesses, il faut être le roi du réglage de la synchronisation entre les shifters pour utiliser à chaque fois la bonne vitesse et pas tomber dans les travers que j'ai décrits. Donc, peut-être qu'on perd 2-3 vitesses intermédiaires, mais on a un gain sur la juste vitesse, parce qu'on est sûr que quand on a 9 vitesses, c'est 9 bonnes vitesses et qu'on ne fera jamais une mauvaise manipulation. Ouais, donc finalement, c'est 9 vitesses qu'on va pouvoir utiliser plus facilement à tout moment. 100% utile et bien étagé. Oui, tout le temps disponible. Après, du coup, est-ce que nous, dans la construction, est-ce que nous, dans le choix des cassettes qu'on met, on va privilégier un étagement particulier sur certaines gammes de pignons, je sais pas, être plus rapproché sur les petits pignons avec plus d'écart dedans sur les grands. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on regarde? Ça, c'est plutôt standard, en fait. Nous, ce qu'on détermine, c'est compte tenu de l'usage qu'on vise, donc il ne sera pas le même sur un
un vélo purement débutant, occasionnel et un vélo plutôt sport régulier. On va déterminer plutôt la taille maximale qu'on souhaite sur la cassette. Et après, soit on pioche dans le réservoir de composants de nos fournisseurs. Globalement, c'est ça qu'on fait la plupart du temps. Et sinon, on détermine un étagement. Ça se fait de façon assez classique. Toutes les cassettes sont étagées de la même façon, à une ou deux dents près. Effectivement, c'est plus rapproché en bas qu'en haut. On ne réinvente pas la roue à chaque fois. Ok, ouais, donc c'est plutôt des, oui, c'est des choix. C'est pas des choix qui sont imposés, mais c'est des choix qui sont faits de manière pertinente par rapport à la pratique. Oui. Ok. Très bien. Et donc, et après, j'ai une autre question sur qu'est-ce qui est finalement le plus recommandé en monoplateau. Parce que aujourd'hui, on a des cassettes 9, 10, 11, 12. Est-ce que le 9, c'est moins bien que du 12 et si oui, pourquoi? Moi, je peux donner quelques éléments là-dessus. Il y a pas mal de marketing là-dedans. Aujourd'hui, il y a un peu une course au plus grand nombre de vitesses. Alors, on voit qu'on plafonne à 12. Hein. Il y a du 13 qui commence à arriver, mais ça introduit quand même pas mal de complexité au niveau de la chaîne parce que il faut que la chaîne soit très mince. Au niveau du corps de roue libre, parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour loger toutes ces vitesses-là. Du coup, plus c'est complexe, plus c'est cher. Donc, on sait qu'il n'y aura jamais de transmission monoplateau 15 vitesses. C'est juste pas possible. Pas avec une chaîne en métal. Après, donc, plus on a de vitesse et plus ça va être cher. Plus potentiellement on va être sensible au réglage. Donc, c'est un peu complexe. Plus on aura un étagement sans grosse marche, quoi. Évidemment, avec 9 vitesses, les écarts entre chaque vitesse sont plus importants que quand on en a 12. Maintenant, moi, je suis totalement convaincu que le plus important en monoplateau, ce n'est pas le nombre de vitesses, c'est la taille de la cassette et la taille du plus grand pignon de la cassette. Souvent, quand on arrive face à une forte montée des vitesses, on en passe 3 ou 4 d'un coup, quoi. Donc, qu'on en ait 9 et on en passe 3 ou 12 et on en passe 4, en fait, ça revient un peu au même. Hein. À titre personnel, moi, j'estime que 9 vitesses, c'est suffisant. Voilà. Okay. Encore une fois, ça va dépendre de la pratique et bien sûr que mais il y a quelques groupes, quelques marques un peu alternatives qui commencent à sortir des transmissions monoplateau haut de gamme en 9 vitesses. Parce que c'est un parti pris. En disant, c'est un parti pris de certaines marques de transmission, d'essentialiser la transmission pour toujours gagner du poids, de la facilité. Donc, ouais, et donc bien choisir son vélo et sa transmission en fonction de sa pratique, c'est l'élément le plus important. Et ensuite, avec 9 vitesses, finalement, en fonction du terrain sur lequel on a l'habitude de rouler, ça fonctionnera mieux que d'avoir pléthore de vitesses et finalement ne pas les utiliser toutes ou mal les utiliser. Après, aujourd'hui, il se trouve que les transmissions qui ont plus de vitesse sont aussi celles qui ont les plus grandes cassettes. Donc, voilà. Mais ça, c'est un peu le marché qui nous pousse ça. Mais si on savait faire une transmission 9 vitesses avec une cassette de 50 dents, moi, je pense que ce serait assez idéal. Et tu disais tout à l'heure, c'est plutôt une question, c'est ma question, mais tu disais avec une chaîne, aujourd'hui 12 vitesses, ou 13 vitesses, ça semble être le maximum. Tu entends par là que à l'avenir, il y a un autre mode de transmission que la chaîne? Bon, il y a quelques prototypes qui tournent là-dessus, avec des transmissions par cardan, par exemple. Il y a toujours des nouvelles technos qui sortent. Après, la chaîne, ça fait quelques dizaines d'années qu'elle existe. Je pense qu'on n'est pas prêt d'en sortir. Hein. Ouais, ça marche bien quand même. Ouais. Ok. Alors, je vais un petit point sur le sondage avant de revenir aux questions. On a 29% des répondants qui sont équipés en monoplateau. Donc, 30% d'entre vous, alors peut-être déjà certains d'entre vous qui ont des vélos de cross-country, parce que j'ai vu dans la question quand ça parlait un peu XC. Et puis 66% qui n'en ont pas, mais qui sont intéressés. Et alors après, on a 5% de non et pas encore convaincus.
Donc j'espère que les 10 dernières minutes qui nous restent finiront de vous convaincre. Ce serait dommage de vous perdre. Mais bon voilà, en tout cas plutôt un plébiscite, on va dire, pour le monoplateau. Après je pense que ça va dans le sens de l'histoire. J'avais une question assez simple, oui et non, mais ça coûte. C'est une question d'un internaute. Là, ça coûte combien une cassette d'une transmission monoplateau? Est-ce que c'est plus cher que sur une transmission triple plateau? Alors, ça coûte combien? La réponse, une fois de plus, et ça dépend. Ça dépend du niveau de gamme, de la marque, du nombre de vitesses, de la taille de la cassette. Clairement, est-ce que c'est plus cher? Oui. Parce que toutes les cassettes monoplateau sont plus grandes que la plus grande des cassettes multiplateau. Donc, c'est plus cher. Ok. Donc, simplement, et un ordre de grandeur, c'est quoi? C'est 2 fois plus cher, 50% plus cher? C'est dur à dire. Ouais, franchement, là, je préfère pas répondre parce que ce sera une ânerie. Ouais. Après, si on peut se donner, si on veut avoir une idée, on peut aller sur le site de notre partenaire Alltrix, par exemple. Des cassettes monoplateau, il y en a des centaines, et donc ça permet de voir l'échelle des prix. Mais on ne trouvera pas sur un site comme celui-là le type de cassette qu'on utilise sur un ST530, par exemple, parce qu'encore une fois, c'est un composant exclusif. Ouais, il y a beaucoup des composants qu'on utilise sur notre gamme de randonnée sont exclusifs à Decathlon, puisque sur le marché, on est les premiers à mettre ce type de transmission. J'ai encore une question technique. Ce sera encore pour toi, Manu. Il y a beaucoup de questions très techniques ce soir. Comment on peut expliquer alors là, c'est peut-être un cas particulier, la position de la chape d'un dérailleur qui est quasiment horizontale sur une transmission. Je suppose que c'est une transmission monoplateau. Est-ce que c'est normal? Alors, je vais répondre à ça, mais juste avant, je vais revenir sur la question précédente. Excuse-moi. Parce qu'entre-temps, je suis allé regarder pour le coup sur le site de Decathlon. Nous, donc Alltrix ne vend pas nos cassettes développées avec microchiffre, mais nous, on les vend en pièces détachées. Et donc, en gros, ça vaut 40 € une cassette de 530 et ça vaut 50 € une cassette 1146 de ST900. Okay. Une cassette un peu plus standard, genre 1136, ça vaut 15 €. Donc, on sait 2 à 3 fois plus cher, quoi. D'accord. Et donc oui, et ma question précédente, c'est oui, là, est-ce que c'est normal d'avoir une chape à l'horizontale sur quasiment l'horizontale quand on est en transmission monoplateau? Alors, elle n'est pas à l'horizontale tout le temps. Maintenant, quand on est sur un monoplateau donc on a forcément une grande différence entre le plus petit pignon et le plus grand pignon. Par exemple, 11,46 ou 11,50. Du coup, il faut que la chaîne puisse absorber cette différence. La longueur de la chaîne donc, qui passe par le plateau et les pignons, entre le moment où elle est sur le plus petit et sur le plus grand, la longueur, elle varie énormément. Qu'est-ce qui fait qu'on garde une chaîne tendue malgré ça? C'est le cheminement de la chaîne via le dérailleur et via notamment la chape du dérailleur. Donc, on a des dérailleurs qui ont une chape assez longue et qui a un mouvement angulaire assez important. Donc, ça va de vertical à effectivement quasiment horizontal, c'est normal. Ok. Ce qui explique aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a des dérailleurs qui sont aussi entre guillemets plus perfectionnés que sur une transmission triple plateau. Ils sont plus sollicités. Et donc ils doivent pouvoir répondre à tout ça. Ça explique aussi en partie la question du prix qu'on avait tout à l'heure. Ok, très bien. Je fais encore le tour des questions. On a alors encore une question sur quelle est comment on peut mesurer la longueur de chaîne, comment on sait que sa chaîne est à la bonne longueur. Alors ça, je pense que ça vaut pour une transmission triple ou aussi bien que triple ou double que monoplateau. Alors, on ne la mesure pas de la même façon. En gros, quand on monte un vélo, pour mesurer la longueur de chaîne, on fait passer la chaîne par le plus grand plateau et le plus grand pignon. Donc, alors, quitte à la croiser quand on est sur un triple, on ne passe pas par le dérailleur. Et on regarde la longueur minimale, le nombre de maillons minimum
avec lequel on réussirait à fermer notre chaîne, donc c'est-à-dire avec l'attache rapide. Et à cette longueur, on va rajouter 2 maillons dans le cadre d'une transmission monoplateau, et on en rajoute 4. Excusez-moi, 2 si on est en multi, on en rajoute 4 si on est en mono. Donc je répète, je prends ma chaîne, j'essaye de la fermer au plus court, je repère le maillon le plus court, j'en rajoute 4, et là je peux dériver ma chaîne et la fixer, cette fois-ci en la faisant passer par le derrière, bien sûr. Donc, on a cette petite différence entre le multi et le mono, parce que en multi, on n'est pas censé être grand plateau, grand pignon. Donc, c'est une config qui n'arrive jamais, alors qu'en mono, ça arrive. Ouais, parce qu'en monoplateau, on va utiliser toute la plage des pignons disponibles, quel que soit le plateau, puisqu'il n'y en a qu'un seul, c'est bien fait pour tout utiliser. Oui, mais donc, et la longueur de chaîne, du coup, elle dépend de plein de choses. Elle dépend du nombre de dents du plateau, du nombre de dents de la cassette, et puis de la distance entre les deux, la longueur des bases. Donc, on ne peut pas dire la bonne longueur de chaîne, c'est 110 maillons. C'est pas comme ça que c'est. Elle est différente d'un vélo à l'autre en fonction de. Donc, qui dit changement de cassette dira changement de chaîne. Oui. Enfin, de base, parce qu'avec l'usure, mais en plus, la longueur devra être différente. Oui. Et alors, ok, il est 17h56, donc il nous reste 4 minutes avant de conclure. Moi, j'ai une question pour toi, Sylvain. Aujourd'hui, toute la gamme n'est pas encore en monoplateau. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'avenir? Est-ce qu'à terme tout sera en monoplateau et quand ce sera le cas? Aujourd'hui, très vite, la grande majorité de la gamme va passer en monoplateau du ST120 à 300 € jusqu'au ST900 à 900 € et on va travailler à essayer de rendre encore plus accessible le monoplateau, si possible en le descendant sur le ST100 et le ST50. Mais c'est encore aujourd'hui très compliqué parce que ces deux vélos-là, ils sont en roue libre, ils sont pas en cassette sur moyeu, et donc la roue libre c'est vraiment économique, et pour passer en monoplateau, on est obligé de passer en cassette sur moyeu, et le passage de la roue libre à cassette fait que c'est très difficile aujourd'hui encore de descendre la techno sur nos vrais premiers prix, mais on y travaille. Et la volonté, c'est vraiment de proposer le monoplateau pour tout le monde, parce que le monoplateau, il est encore plus pertinent pour un débutant. Et donc, il n'y a pas de raison, selon nous, que le débutant ne puisse pas en bénéficier. Mais c'est juste un challenge technico-économique à relever dans les prochaines années. Ok, on l'a déjà relevé sur une bonne partie de la gamme, puisque à partir de 300 € déjà, on assure le monoplateau, c'est déjà pas mal, parce que sur le marché, le monoplateau démarre plus à 800 €, un peu en train de descendre vers les 500 €, mais ponctuellement vers les 500 €, mais on est plutôt dans plusieurs centaines d'euros pour avoir un monoplateau. Et nous, on a déjà fait le pas de proposer sur un vélo à 300 €, mais c'est pas terminé. On va essayer d'aller plus loin. Ok, pour vraiment donner cette cohérence. Et donc, du coup, tu réponds aussi à une question, le monoplateau, est-ce que c'est fait pour un vélo tourisme peinard? Et je pense que ta réponse… Ah oui, c'est aussi fait pour un vélo pour rouler sur le plat. Simplement, on mettra un plus grand plateau pour pouvoir assurer un meilleur confort de roulage sur le plat, une meilleure efficacité, parce qu'il n'y aura pas besoin de grimper. Et voilà, mais autrement, tous les bénéfices sont les mêmes. La facilité, l'entretien, le réglage, le silence, la fiabilité. Tout ça, c'est toujours aussi pertinent pour quelqu'un qui veut faire du VTT loisir ou de la balade ou de la randonnée pépère. Ouais, donc peut-être même encore plus d'avantages, parce que quand tu parles de simplicité, de facilité, c'est sûr que ça convient parfaitement à la pratique rando pépère ou peinard.
Voilà, il est 18 heures. On a passé 1 heure ensemble. Merci à vous pour toutes les questions qui ont rendu l'échange riche. On voit que c'est un sujet passionnant. On pourra encore passer un petit peu de temps ensemble. On essaie de tenir le timing. J'accorde peut-être juste un petit bonus si Sylvain ou Manu voulait conclure avec un petit mot pour la fin. Sinon, comme on dit, on rendra l'antenne. Non, mais moi, j'ai envie de dire à ceux qui sont encore sceptiques de venir en magasin et d'emprunter un vélo test et de tester le monoplateau parce que la meilleure façon de l'adopter, c'est de l'essayer. Donc, on a beau faire des bons discours, des vidéos et des webinars. Le meilleur moyen, c'est quand même de tester et de vivre l'expérience du monoplateau. Et je suis sûr que vous allez être vite convaincu. Ok, donc super. Bah, du coup, rendez-vous en magasin pour tester et du coup aussi et adopter après cette techno. Super conseil, Sylvain. C'est vrai que les magasins, ils se feront plaisir de vous le faire tester. Manu, un petit mot peut-être. J'aurais pas dit mieux, en fait. C'est vraiment l'essayer, c'est l'adopter. Ouais, il est fort quand même hein, pour terminer. C'était le bon mot. Exactement. Voilà, écoutez, merci à vous. On a eu beaucoup aussi dans le chat, beaucoup de messages sympas qui nous donnent envie de continuer. Donc, on se donne rendez-vous prochainement puisqu'on a prévu de faire d'autres numéros de nos webinars sur des sujets divers et variés. Donc, merci à vous, bonne soirée. Et puis tout ce webinaire sera dispo en live, en replay, pardon. Donc, il sera possible de le regarder encore une fois si vous avez aimé. Merci, bonne soirée à vous. Salut. Bonsoir.